Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres. Le ministère des Affaires sociales se prépare pour la participation au deuxième sommet mondial sur le développement social à Doha. Et en Palestine, l'armée israélienne annonce le rétablissement du cessez-le-feu après des violations meurtrières à Gaza et ont fait donc des dizaines de victimes. Les gouverneurs africains du groupe de la Banque mondiale plaident pour un développement inclusif. Djibouti a accueilli le 15 octobre dernier la réunion des gouverneurs du groupe Afrique de la Banque mondiale sous la présidence de M. Ilyas Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Les représentants des 23 pays membres ont examiné le rapport annuel 2024 présenté par l'administrateur Alvarez, un document encourageant avec des décaissements records de 12,4 milliards de dollars, majoritairement en faveur des pays fragiles ou en situation de conflit. Les échanges ont mis en évidence les défis persistants du continent, pauvreté, inégalité, vulnérabilité climatique, mais aussi fragilité institutionnelle. Les gouverneurs ont appelé à renforcer les capacités nationales et à accélérer les investissements dans les secteurs clés tels que l'énergie, les transports et l'éducation. Le ministre de l'économie et des finances a souligné l'urgence d'une solidarité renforcée face aux tensions géopolitiques et aux pressions budgétaires mondiales. Il a plaidé pour un développement africain plus inclusif et aligné sur les priorités nationales. Je vous le disais à l'instant, Djibouti se prépare activement au deuxième sommet mondial pour le développement social, à moins de 2 semaines du deuxième sommet mondial pour le développement social prévu à Doha du 4 au 6 novembre. Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a organisé ce matin au Kepensky Palace Hotel une réunion de concertation présidée par la ministre Ouloufa Ismail Abdou en collaboration avec le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies. La rencontre a rassemblé les principaux acteurs nationaux et internationaux, des représentants des agences onusiennes, du secteur privé, de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'objectif, faire le point sur les avancées sociales du pays, analyser les défis à relever et définir les priorités nationales que Djibouti portera à Doha. La discussion a notamment porté sur la création d'emplois, le renforcement des systèmes de protection sociale et la mobilisation de financement durable. Ce sommet, organisé 30 ans après celui de Copenhague, constitue une étape majeure pour réaffirmer l'engagement de la communauté internationale en faveur de la justice sociale, de la réduction de la pauvreté et de l'inclusion. Une présentation sur les enjeux du sommet et la participation de Djibouti a été animée par M. Jalal Abdelatif, conseiller principal à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et pour plus de précisions, écoutons à présent M. José Barahona, coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Dans la première semaine de novembre, il y a un événement à Doha, il y a la summit sur le développement social. C'est la deuxième, après 30 ans. Et on trouve que c'est vraiment une opportunité très importante pour showcase, pour amener les succès du gouvernement de Djibouti que Djibouti a fait dans les derniers 20 ans dans combattre la pauvreté. Il y en a beaucoup à partager que peut-être d'autres pays peuvent en profiter. Et on va aussi apprendre de quelle était l'expérience et les bons exemples dans notre pays sur plusieurs domaines qui sont aussi relevants ici à Djibouti. Les principaux objectifs de cette summit, les principaux thèmes qu'on va traiter, c'est le combattre à la pauvreté et le rôle que les politiques de protection sociale ont dans cette combattre la pauvreté pour éradiquer la pauvreté, les systèmes, l'intégration de tous les groupes, et spécialement des groupes plus vulnérables et minoritaires, et la création d'emplois et d'emplois formels. Et de son côté, l'ambassadeur Guel Idriss Omar, directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, a salué les efforts
du ministère des Affaires sociales, donc pour la réussite de cette réunion. Nous l'écoutons. Je sais qu'on est là aujourd'hui pour nous préparer au sommet de Doha, qui est un sommet crucial pour la politique de la protection sociale et du développement social de Djibouti. Et nous avons ici Mme Ouloufa qui va vous donner plus de détails, mais nous, en tant qu'affaires étrangères, nous soutenons à 100% cette politique et nous l'accompagnons comme on le fait ce matin. Et nous savons que Djibouti a fait beaucoup de choses sur cette question de politique sociale, à améliorer la qualité de vie et le bien-être des Djiboutiennes et des Djiboutiens, à éradiquer les inégalités sociales et spatiales et à améliorer l'équité genre et intergénérationnelle. Il y a le PND qui est aligné à notre vision, à la vision 2035. Il y a aussi la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui a permis des progrès significatifs dans la réduction de la pauvreté monétaire et l'amélioration des indicateurs de développement. Et dans son discours, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, a rappelé que ce sommet représente une occasion unique pour valoriser l'expérience djiboutienne en matière de protection sociale et de développement communautaire durable. On écoute. Permettez-moi avant tout de vous exprimer ma plus sincère gratitude pour nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui à cette réunion préparatoire pour le 2e Forum mondial sur le développement social qui se tiendra à Doha, au Qatar, du 4 au 6 novembre 2025, Inch'Allah. Votre présence témoigne de notre engagement commun pour construire ensemble un avenir prospère, inclusif et durable pour la République de Djibouti. 30 ans après le premier sommet de Copenhague, ce sommet de haut niveau est un rendez-vous capital. Il nous offre l'occasion unique de revitaliser notre engagement collectif, celui de Djibouti et de la communauté internationale, sur 3 piliers fondamentaux. Tout d'abord, l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'emploi plein, productif et du travail décent, le renforcement de l'inclusion sociale. Le monde a connu de profondes mutations depuis Copenhague. Fin de la guerre froide, émergence des programmes d'ajustement structurel et des bouleversements économiques et sociaux constants. Djibouti n'est pas en reste. Nous avons accompli des progrès significatifs sous le leadership et la vision du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Mais le chemin à parcourir reste encore long. Ce 2e sommet est donc une opportunité pour nous et une grande plateforme essentielle pour évaluer nos avancées et les réalisations des objectifs de développement durable. Il est également une opportunité stratégique pour la République de Djibouti de placer ces défis uniques au cœur du dialogue mondial. Nous devons être francs. Au-delà des problématiques liées à la lutte contre la pauvreté, de l'emploi et de l'inclusion sociale, notre développement social fait également face à des pressions multiples et accrues, comme le changement climatique, dont les effets se font de plus en plus sentir, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de nos populations, et surtout ceux vivant dans le milieu rural. Et la question migratoire, qui constitue une charge humanitaire de plus, avec l'afflux de réfugiés et de migrants dans un contexte de diminution des financements internationaux. Ces défis ne sont pas de simples notes de bas de page. Ils sont la réalité quotidienne de nos populations et exigent des réponses urgentes, durables et un engagement collectif. Et dans l'actualité également, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a tenu ce matin donc une réunion de travail, une réunion donc de lancement organisée par visioconférence avec le cabinet d'expertise Espelia, chargé de réaliser un diagnostic institutionnel du ministère délégué chargé de la décentralisation. Ce diagnostic est une étape obligée pour démarrer dans les meilleures conditions le programme ADIL 2. Dans son allocution prononcée pour introduire la réunion, le ministre a souligné l'importance de cette étude pour le ministère. Il a également affirmé qu'il attendait de résultats concrets de ce diagnostic institutionnel et une transformation profonde du ministère. On l'écoute. Je vous souhaite la bienvenue et une réussite pour mener dans les meilleures conditions cette mission de transformation du ministère délégué chargé de la décentralisation. L'ensemble du personnel de nos ministères est disponible pour vous faciliter la tâche et pour coopérer avec votre bureau afin d'atteindre les objectifs de la mission. J'attends de cette étude des résultats concrets, une transformation profonde et structurelle du ministère.
la mise en place des services nouveaux, l'adoption d'une méthodologie de travail efficace et efficient, une programmation réfléchie, un esprit d'équipe, des actions coordonnées et une opérationnalisation des actions conformes aux stratégies du MCD. Je fais entièrement confiance au bureau Expedia, doté d'une expérience solide et confirmée dans ce type de mission. Un travail que vous allez poursuivre avec les cadres de mon ministère. Je voudrais cependant insister sur quelques directives du gouvernement auxquelles je souhaiterais mettre en application dans le ministère que j'ai l'honneur d'administrer. Ces directives sont par exemple la mise en place d'un service des archives et du numérique, d'un service de suivi-évaluation. Enfin, je peux me prononcer sur le planning de la mission. Je crois que la présence des experts est indispensable pour la restitution finale de cette étude, d'où la nécessité de programmes de mission de terrain pendant cette phase de restitution. Une délégation parlementaire a pris part le 18 octobre à Genève, en Suisse, à la réunion du groupe géopolitique africain en marge de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire, l'UIP. Cette réunion a rassemblé l'ensemble des pays africains membres de l'UIP autour de plusieurs échanges et scrutins visant à pourvoir à différents postes au sein des instances de l'organisation. À cette occasion, la République de Djibouti, représentée par sa délégation parlementaire, a présenté sa candidature pour le siège vacant au sein du comité exécutif de l'UIP, l'organe suprême de l'Union interparlementaire. Le député Hassan Aden Guedi a été brillamment élu par consensus avec le soutien unanime des délégations africaines. Un résultat qui témoigne du travail de diplomatie parlementaire mené par la délégation djiboutienne, conduite par la députée Nima Aboulhan, qui a su mobiliser un solide niveau de soutien auprès des représentants du continent. La délégation djiboutienne donc a rendu un hommage au président de l'Assemblée nationale, dont l'appui constant a été déterminant dans l'aboutissement de ce succès diplomatique. Le 18 octobre, donc, la garde-côte djiboutienne a porté assistance en haute mer à l'équipage d'un navire victime d'une attaque dans le sud-est du golfe d'Aden. L'équipage, composé de 26 marins, a été contraint d'abandonner un navire gravement endommagé. 2 membres ont malheureusement perdu la vie. Les opérations de secours menées conjointement par le HS Spestai et le MV MEDA ont permis donc l'évacuation rapide et efficace de 24 membres d'équipage. La garde-côte djiboutienne a joué un rôle déterminant en déployant ses patrouilleurs pour escorter les navires transportant les rescapés jusqu'au port de Djibouti, garantissant ainsi leur sécurité tout au long du trajet. Cette intervention illustre la collaboration efficace entre la garde-côte et les forces alliées opérant dans la zone du golfe d'Aden, notamment dans le cadre des missions de sécurité et de sûreté maritime. Grâce à cette action conjointe, la protection des vies humaines et la sécurité maritime ont été assurées dans un contexte particulièrement instable. Et alors, arrivés au port de Djibouti, les autorités portuaires ont immédiatement pris le relais pour organiser l'accueil et la prise en charge des rescapés. Et justement, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a participé hier à une opération de sauvetage en haute mer après donc l'explosion survenue à bord d'un navire bâton pavillon camerounais. Le navire en route vers Djibouti se trouvait à environ 113 000 nautiques au sud-est du port d'Aden, au Yémen, lorsqu'une explosion à bord a déclenché un incendie, laissant le bâtiment à la dérive. Il transportait 26 membres d'équipage, un Ukrainien et 25 Indiens. Grâce à l'intervention rapide du méthanier, 24 marins ont pu être secourus, 2 membres d'équipage donc ont perdu la vie. L'autorité des ports et des zones franches a assuré la coordination de l'opération en lien avec les autorités maritimes compétentes. La mission ASPID a aussitôt lancé l'alerte aux navires de la zone, leur demandant donc de garder une distance de sécurité en raison des risques d'explosion supplémentaires. Le MV Falcon transportait en effet une importante cargaison de gaz de pétrole liquéfié. L'autorité des ports réaffirme son engagement à respecter la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui consacre le devoir de secours et de solidarité en mer. Ce matin, au centre de formation du ministère de l'Éducation nationale, s'est tenu le lancement officiel
d'un atelier de réflexion sur le code de déontologie et l'éthique professionnelle des enseignants. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du MENFOP, en présence de Mme Idil Moussaïe, chef d'antenne de l'UNESCO à Djibouti, et de M. Mohamed Moussa Yabé, secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. Durant 2 jours, cadres du MENFOP, inspecteurs, chefs d'établissement, enseignants et experts venus de différents ministères ont planché ensemble sur les bases du futur code éthique qui viendra renforcer la politique nationale de l'enseignement. Dans son intervention, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO a rappelé l'importance de ce chantier visant à formuler un cadre de valeurs et de responsabilités partagées par toute la communauté éducative. Madame Idil Moussaïe a, pour sa part, salué un moment fort de réflexion collective. Elle a souligné que l'adoption d'un code de déontologie n'est pas un simple acte administratif, mais un pacte de confiance entre l'école, les enseignants, les élèves et la société dans son ensemble. Au nom du ministre, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a clôturé les allocutions en rappelant que l'élaboration de ce code nécessite une approche rigoureuse et inclusive, prenant en compte les valeurs fondamentales de l'éducation, les textes en vigueur et les réalités du métier. Les travaux se sont poursuivis avec plusieurs présentations sur le cadre juridique, les droits des enfants et les principes de la déontologie professionnelle. L'atelier s'est clôturé par la validation d'un plan de rédaction du futur code de déontologie et d'éthique des enseignants. La chef d'antenne de l'UNESCO à Djibouti a salué une étape importante dans la construction d'une éthique enseignante solide et partagée. De son côté, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO a rappelé l'importance de ce chantier visant à formuler un cadre de valeurs et de responsabilités partagées par toute la communauté éducative. On les écoute. Nous sommes réunis ici ce matin pour parler de déontologie et éthique professionnelle des enseignants. J'ai envie de dire vaste programme. Hein. C'est vrai, c'est pas un sujet nouveau. Du cours normal au CFN, en passant par les centres de formation de l'éducation nationale, par toutes les inspections, cet atelier sur la déontologie est un sujet parmi tant d'autres dans la politique nationale enseignante. C'est le 7e domaine des 9 domaines de la politique nationale enseignante. Mais on est maintenant à une phase où vraiment la commission chargée de l'élaboration de cette politique va rendre sa copie à l'institution qui va valider, confirmer, infirmer nos propos et les orientations stratégiques. Donc, pour terminer, Monsieur le secrétaire général, pour dire un mot sur l'objectif de cet atelier, vu les profils des participants, nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces 2 journées, nous aurons un plan de rédaction du futur document sur la déontologie et l'éthique professionnelle. C'est ça l'objectif de ces 2 journées. L'UNESCO place depuis sa création l'enseignant au cœur de sa mission. Sans enseignants formés, valorisés, soutenus, il ne peut y avoir ni de qualité éducative ni de développement durable. C'est affirmer que l'éducation ne se limite pas à la transmission du savoir, mais qu'elle est aussi un espace d'apprentissage des valeurs, respect, intégrité, équité, responsabilité et bienveillance. Valeurs que Djibouti a toujours su porter au cœur de son projet éducatif. L'UNESCO se réjouit que cette initiative soit menée dans un esprit de concertation, fidèle à sa méthode, écouter, co-construire et valoriser les expériences locales. Je tiens à saluer tout particulièrement la Commission nationale djiboutienne pour l'UNESCO, qui joue pleinement son rôle de passerelle entre les institutions nationales et les valeurs universelles que porte notre organisation. Grâce à son engagement constant, la réflexion sur la déontologie des enseignants s'inscrit désormais dans un cadre national cohérent, en lien avec la politique nationale enseignante et les standards internationaux de l'UNESCO. Écoutons à présent un extrait du discours du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mahyoub. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que la politique nationale enseignante est pour nous une priorité et un enjeu stratégique du développement de notre système. Vous avez dû le constater depuis la rentrée scolaire, donc les ministères multiplient les actions et les activités qui permettent d'améliorer les conditions d'enseignement, mais surtout aussi la qualité des enseignements-apprentissages. Et la personne clé de cette qualité de l'enseignement-apprentissage, c'est l'enseignant. L'enseignant qui est au cœur donc, de cette quête que nous cherchons doit
non seulement bénéficier des conditions d'enseignement acceptables et de très bonnes conditions, mais également aussi doit être un exemple dans sa façon de faire. Comme disait Mohamed tout à l'heure, le secrétaire général de la Commission nationale, on enseigne ce qu'on est. Et aujourd'hui, avec l'évolution du métier, mais aussi les évolutions sociétales dans toutes les sociétés, que ce soit à Djibouti, mais dans le monde entier, le métier de l'enseignant est aussi en perpétuelle évolution. Puisque dans notre société, et comme je le disais tantôt, le regard qu'on porte sur l'enseignant a changé dans toutes les sociétés. Et c'est un regard qui est très différent selon les sociétés, que ce soit société occidentale ou société aujourd'hui peut-être africaine et subsaharienne. Mais pour nous encore, et heureusement, l'enseignant est le deuxième parent de l'enfant. Et de ce fait, donc, dans certaines mêmes sociétés, on dit que l'enseignant est le second prophète. Que ces métiers qui évoluent, ces exigences qui évoluent, comment nous, on peut apporter notre regard et notre rapport, comment on peut produire de la connaissance sur justement ces métiers-là qui évoluent et permettre ensuite former les enseignants de façon à leur permettre d'exercer au mieux leur mission et surtout aussi répondre aux exigences et aux attentes que nous avons envers ces enseignants. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé officiellement aujourd'hui au collège de Fukuzawa les activités de la semaine nationale dédiée au sport et santé pour tous, initiée par le ministre de l'Éducation nationale, Mostafa Mohamed Mahmoud, en partenariat avec le ministre de la Santé. Eh bien, la cérémonie de lancement, présidée par les secrétaires généraux du MENFOP et du ministère de la Santé, a débuté par des chants et des danses interprétées par les élèves du collège de Fukuzawa. Les deux secrétaires généraux, accompagnés par les membres du comité directeur de l'APEPS et des cadres du MENFOP, ont ensuite été guidés par la principale dans les différentes salles de classe où toutes les disciplines vont consacrer 1 heure de cours sur le thème sport et santé durant toute la semaine dans tous les collèges et lycées de la capitale et des régions. Le collège de Fukuzawa, à l'instar des autres établissements du pays, a présenté une diversité d'activités culturelles et sportives destinées aussi bien aux élèves et aux enseignants. Notons que les activités proposées vont de la marche, la course, la randonnée, sport collectif, nage, les danses culturelles. Ces activités sont agrémentées dans tous les collèges et lycées du pays par le personnel médical et professionnel de santé qui prodigue des conseils, procède à des dépistages sommaires si nécessaire. Rappelons que les médecins participent également à des conférences sur les bienfaits du sport pour la santé avec les professeurs des sciences et vie de la Terre. En effet, le lancement de cette semaine nationale sport et santé à Fukuzawa a reflété la mobilisation sur tout le territoire de la communauté éducative et de la communauté de la santé qui, main dans la main, entendent pérenniser ce projet et sensibiliser donc les Djiboutiens pour une pratique régulière de l'activité physique en milieu professionnel. Écoutons à présent les secrétaires généraux tour à tour du MENFOP et du ministère de la Santé. Nous sommes réunis ici pour célébrer la semaine nationale que nous avons intitulée Sport et santé pour tous. En collaboration, bien sûr, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement professionnel et l'association APEPS. En initiant cette campagne nationale, notre objectif est double. Le premier est de sensibiliser toutes les couches de la population, en particulier la jeunesse ici présente, aux bienfaits de l'activité physique régulière, mais aussi de renforcer le lien entre le sport, la prévention des maladies chroniques que les enfants nous ont montré tout au long de cette journée et le bien-être mental et social. Le choix de notre présence dans cet établissement, aujourd'hui dans ce bel établissement, est hautement symbolique. C'est dans les écoles que se forgent les habitudes de vie, de réflexes de santé et surtout l'esprit de solidarité et de respect de soi. Le ministère donc de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale ont décrété conjointement cette semaine nationale dédiée donc sport et santé pour tous. Ceci, c'est pour rappeler uniquement, pour rappeler que le sport
est le meilleur ami de la santé. C'est le meilleur moyen qui nous permet de vivre en bonne santé. Et je voyais à l'entrée le secrétaire général du ministère de la Santé qui avait mis aussi une phrase très inspirante: le sport est la meilleure des médecines. Donc comment pratiquer le sport, comment faire du sport, ça relève du ministère de l'Éducation nationale. Et nous sommes engagés pour que nous puissions adopter des bons comportements, parce qu'à l'école, on apprend des capacités, on développe des compétences, et on transforme ces compétences en habitudes, et ensuite ces habitudes deviennent des comportements. Et dans l'actualité également, en mission officielle à Doha, une délégation conduite par le directeur général de l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, a tenu une réunion de travail avec le directeur des opérations de développement de Qatar Charity. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles pistes de coopération dans les domaines du développement inclusif, de la promotion des droits des personnes handicapées et du renforcement des programmes sociaux à Djibouti. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer les capacités nationales en matière d'éducation inclusive, d'autonomisation et de meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Ce matin, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un atelier national intitulé « Dialogue sur les zones d'énergie verte à Djibouti ». Cette rencontre vise à poser les bases d'un cadre législatif et réglementaire cohérent afin d'harmoniser les investissements et les mécanismes de financement nécessaires à l'accélération de la transition énergétique du pays. Autour de la table, des représentants du secteur public, des parlementaires, des acteurs du secteur privé, mais aussi des membres de la société civile. Tous réunis pour échanger, identifier les défis et co-construire des solutions adaptées aux réalités nationales dans le but de favoriser le développement des zones d'énergie verte. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet parlementaire pour la finance climat et illustre donc l'engagement fort de Djibouti en faveur des objectifs de développement durable de la lutte contre le changement climatique. À l'issue des travaux, M. Abder Mohamed Abdi, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, a salué cette initiative. La création de zones d'énergie verte ou d'investissement vert à Djibouti, qui est une initiative stratégique inscrite au cœur de la vision nationale de Djibouti pour un développement durable et résilient face au changement climatique. Notre pays, situé dans une région parmi les plus exposées au changement climatique, subit déjà les effets concrets de ce phénomène mondial. Et selon la Banque mondiale, Djibouti pourrait perdre jusqu'à 6% de son PIB d'ici 2050 si aucune mesure d'adaptation n'est prise. Les vagues de chaleur, la rareté de l'eau, la dégradation des sols menacent directement la sécurité alimentaire, énergétique et économique de Djibouti. Face à ces vulnérabilités, Djibouti a une opportunité unique de transformer ces défis climatiques en levier de développement et d'industrialisation vert. La création de zones d'investissement vert ou d'énergie verte représente un pilier essentiel dans cette ambition. En effet, elles permettront d'attirer des investissements durables, favoriser la création d'emplois verts, d'encourager le transfert de technologies propres dans le secteur de l'énergie, de l'industrie et des services. Prenons la parole à son tour. La parlementaire Ilaya Ismaël Guedi, présidente du comité du pilotage du projet, s'est réjouie de la tenue de cet atelier. C'est avec un grand honneur et une fierté et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier national consacré à un thème crucial pour l'avenir de notre pays, la création de zones vertes d'investissement à Djibouti. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet parlementaire pour le financement climatique, une initiative régionale ambitieuse mise en œuvre par l'ONUDI en partenariat avec le Parlement du climat et bénéficiant du soutien du Fonds vert pour le climat. Il marque une étape décisive dans notre engagement collectif à accélérer la transition énergétique de notre pays et à mobiliser des financements verts pour un développement durable. Chers collègues, permettez-moi de rappeler brièvement la genèse de cette initiative. Elle est née des dialogues interparlementaires régionaux qui ont mis en lumière le rôle stratégique que peuvent jouer
les législateurs dans la lutte contre le changement climatique. De ces échanges a émergé une conviction partagée. Sans cadre législatif clair, incitatif et stable, aucun financement vert durable n'est possible. Et écoutons à présent un extrait du discours du secrétaire général du ministère de l'Environnement. Je suis l'honneur aujourd'hui de procéder à l'ouverture officielle de l'atelier national intitulé Zone verte d'investissement à Djibouti. Créer des écosystèmes législatifs et réglementaires pour catalyser la transition énergétique. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous les participants ici présents pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux représentants de l'UNIDI ainsi qu'aux membres du Calamity Parliament et à leur adresser mes vœux les plus chaleureux pour un agréable séjour à Djibouti. Votre présence dans ces salles, en dépit de vos agendas particulièrement chargés, témoigne de manière éloquente de votre engagement sincère en faveur de l'action climatique. Honorables députés, comme vous le savez, Djibouti est particulièrement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. En effet, la hausse des températures accentue le stress thermique et menace la santé des populations. Les sécheresses prolongées réduisent l'accès à l'eau potable et fragilisent l'agriculture et l'élevage essentiels à notre économie nationale. Les inondations et la montée du niveau des mers détruisent des infrastructures, dégradent le sol et menacent les zones côtières habitées. Ce phénomène entraîne une insécurité alimentaire, des déplacements de population et des pertes économiques importantes. L'environnement souffre également, perte de biodiversité, raréfaction des ressources en eau et désertification croissante. Les générations actuelles subissent déjà ces impacts, tandis que les générations futures risquent de faire face à des crises encore plus graves si aucune action n'est entreprise pour protéger les populations et l'environnement. C'était dans les titres, l'armée israélienne a annoncé la reprise du cessez-le-feu après des frappes ayant causé la mort de 45 Palestiniens à Gaza. Le Hamas accuse Israël d'avoir violé l'accord dès son entrée en vigueur, malgré son engagement à le respecter. Les discussions sont en cours pour créer un mécanisme de contrôle des violations, tandis que les points de passage sont partiellement ouverts. Cette trêve, en place depuis le 10 octobre, reste fragile après plus de 2 ans de guerre meurtrière. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.